Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un programme assez chargé, puisque vous l'avez vu au titre, on va bel et bien parler d'un studio d'animation, et pas n'importe lequel, mon préféré venant du pays du soleil levant, j'ai nommé le Studio Trigger. J'aime trop ce sujet, l'histoire d'un studio, ses créations, son influence dans le monde de l'animation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la deuxième vidéo de ma chaîne, qui date un peu maintenant, parle justement du légendaire studio Pixar. En tout cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à le manifester dans les commentaires, me soutenir en likant et partageant cette vidéo, et bien sûr de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais trêve de blabla, beaucoup de chemin nous attend, et j'espère ne pas être trop indigeste avec toutes les infos que je vais vous partager. Laissez-moi, chers amis, vous emmener avec moi dans un univers unique en son genre, l'histoire du Studio Trigger. Générique. Comme je l'ai dit, Trigger est véritablement mon studio préféré venant du Japon. Il est tellement unique en son genre, une véritable pépite inventive et visuelle dans la sphère des animés japonais et dans le monde de l'animation en général. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet univers, vous allez très vite comprendre pourquoi ce studio est aussi haut dans mon cœur. Et pour ceux qui connaissent déjà les séries animées associées, j'espère au moins vous apprendre 2-3 trucs sur le sujet. Et d'ailleurs, si j'oublie 2-3 choses, vraiment n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire, j'aime vraiment en savoir plus. Tout est bon à prendre. Bien, on va pouvoir commencer. Trigger est un studio d'animation japonais situé à Tokyo, fondé en août 2011 par des anciens membres du studio Gainax, Hiroyuki Imaishi et Masahiko Otsuka. On rappelle, Gainax, studio de films et de séries japonaises, fondé en 1984, à l'origine du célèbre animé Neon Genesis Evangelion. On sent déjà que nos deux fondateurs de Trigger ne viennent pas de nulle part et ont déjà un minimum de cachet dans le domaine. C'est pour dire que l'âme du studio Trigger a véritablement été façonnée en grande partie par Hiroyuki, dont son expérience chez Production IG en 2004 lui a permis de perfectionner son style si particulier, à la fois complexe, borderline et coloré, le tout dans un film d'animation, Dead Leaves. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert l'existence des drogues dures qui aujourd'hui me rongent le cerveau et une partie du foie. C'est grâce à la réputation qu'il s'est forgée qu'il a pu intégrer Gainax en 2006 afin de réaliser sa première série d'animation, Gurren Lagann. L'anime ayant eu un succès mondial, il en découla 2 films en 2008 et 2009 et Hiroyuki remporta le prix individuel à la convention animation Kobe de 2007. Il démissionna du studio Gainax par volonté de se lancer lui-même dans l'industrie animée et convainc même certains de le suivre dans cette aventure, dont Masahiko Otsuka. Ils fondèrent ainsi le studio Trigger. Le nom du studio et le site officiel ont été révélés en octobre 2011, soit la date officielle du commencement de cette aventure. Il a alors fallu au studio environ 10 ans pour atteindre la place d'influence qu'il a aujourd'hui. Car avec très peu d'œuvres à son actif, il a tout de même réussi à se hisser dans les sommets de l'industrie de l'animation japonaise. Enfin, très peu, il y en a tout de même un certain nombre, mais vous savez très bien que les studios japonais d'animation peuvent produire énormément de contenu en l'espace de 10 ans. Et c'est avec un budget plus que restreint, mais une motivation et des ambitions à toute épreuve, que l'équipe de ce jeune studio décida de se lancer dans cette périlleuse aventure qui marqua déjà le secteur de l'animation dès sa première création. Qu'est-ce que le projet Inferno Cop? J'aimerais vous le dire tout de suite, mais j'ai décidé de vous embêter avec un peu de contexte. Comme chacun sait, pour qu'un studio d'audiovisuel perce dans l'industrie, il faut plusieurs éléments. Avoir une histoire à raconter, avoir des fonds pour la réaliser, mais surtout avoir un public à qui la diffuser. Et ces 3 moteurs manquent cruellement à l'équipe du studio. Ils décidèrent alors de se prendre en main grâce à un événement particulier au Japon, l'Anime Mirai. Financé par le ministère de la Culture, le projet Anime Mirai est un programme japonais initié à partir de 2011 dont l'objectif est le suivant: assurer la formation des jeunes animateurs travaillant dans divers studios d'animation japonais en montrant le résultat des travaux de ces jeunes animateurs à travers divers courts-métrages ou moyens-métrages produits au sein du studio. Et quelle aubaine! Le programme a justement envoyé une invitation de participation au studio fraîchement créé. Une invitation accompagnée d'une aide financière de 38 millions de yens afin qu'ils proposent un court-métrage à leur sauce. L'équipe du studio
studio travailla alors 1 an sur ce projet. Ils avaient donc le budget, ils avaient une histoire à raconter, mais il manquait de réputation et il en faut pour se démarquer. Et c'est non sans souci que le studio travailla en parallèle sur une série animée qui a connu un grand succès au Japon, The Idolmaster. Une série faisant suite au jeu vidéo du même nom afin de convaincre plus de monde de rejoindre leur univers. Jeu que j'ai poncé durant toute ma jeunesse, évidemment c'est faux, moi je jouais à des vrais jeux de bonhommes comme Adibou par exemple. Voilà, ça c'est du vrai jeu vidéo mon gars. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, même si le fait d'y avoir contribué a énormément aidé le studio Trigger à se faire connaître. Revenons alors à ce fameux événement annuel, l'anime Mirai, celui de 2013 pour être précis, où le studio put enfin présenter son produit final, le court-métrage Little Witch Academia. Ce petit film d'animation d'une durée de 26 minutes a été créé et réalisé par Ryo Yoshinari et écrit par Misaiko que l'on connaît déjà. Il a été diffusé dans les salles de cinéma le 2 mars 2013. Et ça a été un véritable élément déclencheur pour le studio car cette œuvre a énormément plu au public, la trouvant touchante, drôle et surtout rappelant les codes occidentaux comme la saga Harry Potter. Et oui, il s'agit tout de même d'une école de sorcières, difficile de ne pas faire la comparaison. Mais les gens ont surtout retenu une chose, la qualité plus qu'exemplaire de l'animation. C'est propre, fluide et rempli d'effets visuels de magie, de cascades et de gags en tout genre. Et nous allons alors enfin revenir vers ce projet Inferno Cop. On l'avait presque oublié celui-là. Car oui, je vous l'ai déjà expliqué, 3 éléments sont nécessaires à la réussite d'un studio, mais l'élément de la notoriété se divise en 2 catégories. La notoriété publique et réelle et celle sur internet. Car oui, en 2010, quoi de mieux pour toucher un maximum de monde que de s'implanter sur les différentes plateformes du web. Et il y en a une justement qui se démarque des autres dans ce qui est de la diffusion de contenu, YouTube. Inferno Cop est une mini-série animée postée sur YouTube à partir de fin 2012 et non vous ne rêvez pas, c'est bien des PNG tout moches qui bougent. Regardez plutôt, ça vaut vraiment le détour. Bon, vous cernez à peu près le bousin, une série au budget restreint, basée sur des histoires courtes, à l'humour totalement absurde, et dont le personnage sort tout droit de l'univers de Ghost Rider. Mais vous vous doutez bien que derrière toute cette mascarade, le studio a véritablement un plan en tête. Et oui, leurs ambitions ne se limitent pas à ça, ça serait absurde. En effet, les membres du studio vont se servir de cette série afin de s'implanter à l'international. Sur YouTube, tout le monde a accès à ce contenu, et c'est ainsi que dans l'espace commentaire, l'équipe du studio a pu discuter avec des milliers de personnes, et donc attirer une nouvelle génération de fans plus jeunes, plus geeks, plus détachés de l'industrie sérieuse du cinéma et de la série, et donc plus enclins à soutenir leurs futurs projets à grande échelle. Inferno Cop n'était qu'un leurre. Un leurre qui finira tôt ou tard par payer. On est en 2013 et cette année-là va marquer un tournant décisif dans l'histoire de Trigger. Pas seulement grâce au court-métrage Little Witch Academia, mais bien par une série animée originale et légendaire. Student Council President! Help! Fear is freedom! Subjugation is liberation! Contradiction is truth! Sorry to interrupt, but I hear you're the queen bee at this school. I want to know if you're the one who killed my dad. Kill la Kill est une série télévisée d'animation de 24 épisodes, réalisée par Hiroyuki Imaishi et diffusée entre octobre 2013 et mars 2014 sur MBS, une grande chaîne de télévision japonaise. La série ne tarda pas à s'imposer à l'étranger, en particulier la France, dont le public est de plus en plus friand des créations visuelles venant d'Asie. Kill la Kill fut pour les membres de l'équipe la première véritable création ambitieuse du studio Trigger, les fondateurs ayant investi presque toutes leurs économies dans cette série. Mais ça a fini par payer, et pas qu'un peu. L'équipe passe alors de la peur d'un potentiel échec, gâchant alors tout le potentiel accumulé depuis 2011, à un sentiment d'avoir enfin touché du bout du doigt la réussite et la reconnaissance que peu de studios d'animation peuvent connaître au Japon. Kill la Kill est l'un de mes animés préférés, il coche de nombreuses cases. Il est ambitieux, original, décalé, coloré, drôle, épique, borderline, et surtout tellement insolent et suggestif. Nous suivons une jeune étudiante de 17 ans, Ryuko Mata,
Toei, ayant intégré une académie stricte et totalitaire dont la présidente se retrouve être la rivale principale de l'histoire. Mais Ryuko, derrière ses airs de bad girl caractérielle, cache en fait un désir de retrouver l'assassin de son père dont la présidente aurait des informations. L'anime mise énormément sur la physique des corps féminins, des uniformes, des combats intenses et des expressions faciales aux petits oignons. Le tout accompagné d'un scénario au rythme acharné, à la colorimétrie marquée, un humour absurde et d'une bande-son de qualité. Bref, un animé d'action érotico-épique, rappelant l'œuvre de Gurren Lagann, mais cette fois-ci au message bien plus profond sur la place de la féminité au Japon. Je pourrais parler des heures de cette série d'animation que j'adore, mais il faut avancer malheureusement. Petit aparté sur le fait que Ryuko fut l'objet de nombreux fantasmes quand j'étais adolescent. Mais non, je déconne bien sûr, c'est toujours le cas. On passe à la suite ? Le studio Trigger, ayant réalisé Kill la Kill, était désormais reconnu par ses pairs. Il acquit une certaine notoriété et des fonds nécessaires pour continuer dans cette voie. Rappelons en effet les bases du studio, le court-métrage Little Witch Academia proposé à l'événement animé Mirai. Ce projet de court-métrage devait forcément se concrétiser. C'est à la fois une volonté de l'équipe, mais aussi du public, voulant en savoir plus sur l'histoire de ces jeunes sorcières. Et devinez comment ils ont réuni les fonds ? Eh bien en partie grâce à Inferno Cop, figurez-vous. Et oui, étant en plein dans la lumière des projecteurs grâce à Kill la Kill et s'étant implanté sur les réseaux sociaux et YouTube de par leur mini-série, le studio réunit alors une quantité astronomique de fans acharnés afin de monter un Kickstarter, soit un financement participatif à un projet. En moins de 24 heures, l'objectif a atteint plus de 4 fois la somme d'origine demandée, soit plus de 600 000 $. Mais la série sortit en 2017. Il s'est cependant passé bien des choses au sein du studio avant cette date. On peut citer Turning Girls, un autre mini-projet très peu connu et un peu moche, et diffusé sur YouTube en 2013. Inu Battle en 2014, une série animée de 12 épisodes basée sur le light novel du même nom, écrit par Kota Nozomi et destiné pour un plus jeune public. Ninja Slayer from Animation en 2015, une série d'animation de 26 épisodes, n'ayant pas rencontré un très grand succès hors des frontières du Japon, ou du moins n'a pas fait l'unanimité pour les fans de Trigger. Et c'est également cette année-là que sort un second court-métrage sur Little Witch Academia, en partie financé avec les fonds Kickstarter justement. On va un peu plus s'attarder sur l'année 2016 avec deux œuvres particulières. La première, Space Patrol Luluko, un petit projet original de 13 épisodes, drôle et mignon, mais dont la production a été un peu catastrophique et les retours insatisfaisants par rapport au niveau habituel de Trigger. I'm 13 years old, sir. You're under arrest! How can you arrest me when I haven't done anything wrong? You're free to go! On a en contrepartie à cet échec une franche réussite avec l'animé Kiznaiver. Cette série d'animation, écrite par Mari Okada, nous raconte l'histoire d'un groupe de lycéens choisis pour faire partie d'un programme expérimental qui a pour but de créer des liens entre personnes en les forçant à partager leurs douleurs. L'animé de 12 épisodes, encore une fois porté par une animation sublime, connut un immense succès. Et cela vient en partie d'un des plus grands animateurs de Trigger, ancien animateur des studios Ghibli et Gainax, Masahiko Otsuka. Bref, un animé remontant un peu le niveau du studio en ces périodes troublées. とても仲が良さそうで、それは本物と同じですね。 C'est alors qu'enfin, en 2017, sort à la suite des financements participatifs, une aide de Netflix et 2 ans de travail, la série Little Witch Academia. Le studio Trigger revint vers une volonté de proposer un animé tout public destiné à plaire au plus grand nombre, car reprenant des codes d'œuvres du folklore européen. Et ça n'a pas manqué, une animation magnifique, des couleurs chatoyantes, un fort accent sur des personnages féminins attachants, et surtout de la magie. Tout le monde aime la magie. Le tout sous 25 épisodes que j'ai personnellement dévoré tellement c'était facile à regarder. Et c'est ça qu'aime le public. En 2019, Crunchyroll l'a répertorié dans son top 100 des meilleurs animés des années 2010, le décrivant comme, je cite, une charmante histoire de passage à l'âge adulte. Franchement, si ça vous convainc pas d'aller voir l'animé, vraiment foncez, c'est pas prise de tête du tout et c'est vraiment drôle et touchant. ではこれより修行の儀式をぐずぐずしてたら修行式に遅れちゃう。手を伸ばせばきっと始まる。私の物語が。 On entre alors en 2018 pour 2 années consacrées à un retour aux sources, de la bonne grosse 3D et aussi des robots, plein de robots.
Darling in the Franxx est une série télévisée d'animation de 24 épisodes coproduite par Trigger, A1 Pictures et Cloverworks, réalisée par Atsushi Nishigori et diffusée pour la première fois en janvier 2018. Et oui, de nouveaux studios firent leurs apparitions dans l'aventure Trigger, A1 Pictures ayant produit le célèbre Sword Art Online et Cloverworks dont le logo vous dit forcément quelque chose, à l'origine d'animés bien connus comme Fairy Tail, Promises Neverland, Fate et plus récemment Spy Family, tu connais. Mais revenons à l'anime en lui-même. Dans un futur dystopique, la surface de la Terre, devenue aride, inhospitalière et dangereuse pour les humains, est continuellement pris pour cible par des bêtes sauvages appelées hurleurs. En s'abritant dans des gigantesques dômes appelés plantations et en s'armant de puissants robots de combat appelés Franxx, ils arrivent tant bien que mal à se défendre de ces menaces incessantes. Darling in the Franxx est l'un des successeurs des grands animés tels que Evangelion ou encore Gurren Lagann, reprenant le concept de mecha, des robots géants japonais, créés par l'homme pour se défendre face à des menaces titanesques, souvent appelées des kaiju. Vous aurez un exemple très parlant avec le film américain Pacific Rim. Outre l'animation magnifique en 2D des combats de robots, le public a surtout retenu cet animé grâce à une personnage au caractère design bien reconnaissable, elle, Zero Two de son petit nom, une protagoniste à l'histoire au caractère particulier car possédant des gènes de ces bêtes sauvages, les hurleurs. Mais vous saurez pourquoi en regardant l'animé. Et comme si tous ces mechas ne suffisaient pas, eh ben il y en a encore. Hop, SSSS Gridman. Non, je ne me suis pas trompé sur le nombre de S, il y en a bien 4 dans le titre. Bref, une autre série animée, elle aussi basée sur des mechas, mais cette fois-ci avec une utilisation des méthodes de 3D pour faciliter la production. Ah, on me dit à l'oreillette qu'il y aurait encore des mechas? Quoi, c'est un film maintenant? バーニングレスキュー出動要請。赤はバーニッシュフレアの巣窟だ。キリがないですよ。もうすぐ着きますよ。直上射出だ。ガロを上げて。火島装着。まとい点火。Promare est un film d'animation japonais réalisé par Hiroyuki Imaishi, encore lui, sorti le 24 mai 2019. Il est coproduit par les studios Trigger, X-Flag et Sanzigen. Pour le speech, une énorme tempête de feu a dévasté la moitié des villes du monde, affaiblissant les hommes et donnant naissance à des mutants, les Burnish. 30 ans plus tard, un groupe de mutants terroristes menace de détruire de nouveau la Terre. L'humanité se retrouve alors avec un dernier rempart, la Burning Rescue, une équipe de pompiers d'un nouveau genre, encore une fois le tout accompagné de ces célèbres mechas. Promare, c'est bien, mais genre vraiment bien. D'ailleurs, tu te reconnaîtras toi. Oui, toi qui m'as forcé à le voir. Merci beaucoup. Super l'irrespect du mec, il parle qu'à une seule personne, sympa pour les autres. Promare est incroyable dans son style visuel. Vraiment, il est difficile de ne rien ressentir devant ce film coloré. Une utilisation de la couleur, certes propre au studio Trigger, très axée sur le jaune, magenta et cyan, mais cette fois-ci avec un budget de long métrage. On retrouve la recette miracle, un chara-design stylisé et punk, une animation très morphologique, rendant l'action des corps assez fluide et pure, des robots évidemment, du cyberfuturisme bien synthwave et enfin un message profondément LGBT. Et pour le coup, le film a vraiment été bien reçu. Il ne fait pas non plus partie des œuvres les plus emblématiques du studio, mais on souligne tout de même l'initiative d'un long métrage. Bien joué pour ça les gars. C'est comme si le studio avait enfin concrétisé son ambition dans un produit final. Mais non, l'aventure Trigger n'est pas encore terminée. Loin de là. Trigger vise grand et profite de son statut pour proposer au public à travers la plateforme Netflix une série qui avait tout pour plaire. En tout cas pour moi. On a eu une farandole de robots, maintenant on passe à un autre thème, celui de l'anthropomorphisme. こいつらは人間に雇われた。ここでの研究は終わりだ。やめてってば。 BNA ou Brand New Animal dans son nom complet est la série animée de Trigger de l'année 2020. Comme dit précédemment, elle fut diffusée sur Netflix en 12 épisodes, toujours disponible aujourd'hui. Pour la petite histoire, BNA dépeint un univers où existent des animaux humanoïdes appelés animaliens, longtemps restés cachés du reste du monde. La série suit Michiru Kagemori, une humaine s'étant transformée en animalienne Tanuki. Elle cherche refuge dans Anima City, un lieu aménagé pour que les animaliens puissent vivre entre eux et
et rencontrent un animalien loup nommé Shihiro Ogami. Ensemble, ils essayent de trouver la raison qui a transformé Michiru, mais leurs enquêtes finira par les plonger dans un grand événement auquel ils ne s'attendaient pas. Bon, moi je vous le dis tout de suite, c'est de base un univers que j'adore. BNA sera forcément comparé à d'autres animés du même genre, comme Beastars, ou encore des longs métrages animés comme Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda. Brand New Animal est un de mes gros coups de cœur animés de l'année 2020 du côté de la japanisation. Le studio Trigger nous en met une fois de plus plein les yeux avec une animation vraiment superbe, à l'allure synthwave, avec souvent des aplats de couleurs assez bruts qui renvoient à un côté un peu enfantin je trouve, mais le tout qui sert malheureusement une histoire pas forcément très pointue par contre. Oui non, parce qu'il faut quand même préciser que BNA souffre de nombreux défauts et a été un petit échec commercial pour le studio. L'animé reste cependant sympathique et facile à regarder. Personnellement, je vous le conseille. I have to go and make a mud boat on Knock Clack Clack afterwards. Could you please hurry up? Damn you! It's a hit! Bon, comme vous le savez, 2020 a été une année un peu particulière pour tout le monde, mettant à mal l'ensemble des productions audiovisuelles, mais cela n'a pas empêché le studio Trigger de nous proposer du nouveau. Du surprenant. Ainsi, 2021 a été une année particulière pour Trigger. Une année où on ne les a vus que très peu sur nos écrans, et même pas pour une série originale. Cependant, ne soyons pas mauvaise langue, le concept reste très cool. Mais j'y viens. Du coup, pourquoi si peu de contenu en 2021 de leur part? Car le studio est tout simplement en train de travailler en collaboration avec un célèbre studio de jeux vidéo afin de nous offrir une superbe série d'animation sortie il y a peu cette année. Hop, nous n'y sommes pas encore. Un peu de patience. Patience, mon ami. J'imagine que vous êtes familier à l'univers de Star Wars. Sérieusement, des gens vont me répondre non. Bon, vous avez tous vu de près ou de loin un des films ou séries associés à cette saga. Mais qu'en est-il de l'animation? Oui, je vous l'accorde, c'est très excitant. Star Wars Vision est une série animée américaine d'anthologie issue de l'univers Star Wars et diffusée dans son intégralité en septembre 2021 sur la plateforme Disney+. Elle est composée de 9 courts-métrages réalisés par des studios d'animation japonais différents. La série ne fait pas partie de l'univers canon et donc les événements s'y déroulant n'impactent pas la saga originale. Donc rassurez-vous les fans si vous voyez des aberrations. Je trouve le concept trop cool. Réunir tous ces studios d'animation au style tellement différent afin de produire son court-métrage sur un univers qui met presque tout le monde d'accord. Ça forcément, j'achète. Ah non, c'est gratuit. Toujours disponible sur Disney+, Star Wars Vision nous offre une approche différente des films de George Lucas. Une manière japonaise de comprendre ce qu'est le pouvoir de la force, la balance entre le bien et le mal, la morale, la vengeance et le côté obscur. Mais aussi tout un panel de vie suivant leur cours dans la galaxie, en dehors de l'arc principal des Skywalkers qu'on s'est quand même bouffé pendant 9 films. En tout cas, vous vous doutez bien qu'à l'annonce de la série, mon petit nez de fouine a directement capté la présence du studio Trigger dans le lot. Et puis, comment ne pas reconnaître sa patte graphique si iconique? Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais pour le speech, il s'agit de deux jumeaux nés du côté obscur de la force, s'affrontant à bord d'un énorme destroyer, un vaisseau de l'Empire. Et c'est tout bonnement épique, un réel plaisir pour nos yeux, entre sabres laser qui s'entrechoquent dans une explosion de couleurs, les débris de vaisseaux en apesanteur dans l'infinité de l'espace, et puis ces chara-design toujours aussi efficaces, à la fois cartoonesques et charismatiques. Mention spéciale pour les Stormtroopers, mais surtout pour la jumelle Sith. Quel régal mon dieu, mais regardez cette série. Enfin, regardez surtout cet épisode si vous n'avez pas le temps, ça vaut le coup. Et nous pouvons alors passer à la dernière création de notre cher studio Trigger. Sorti le 13 septembre 2022, soit il y a presque un mois, se dévoile une série d'animation dont le thème vient directement d'un jeu vidéo, Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo d'action RPG développé par CD Projekt Red. Le jeu présente un monde futuriste dystopique de type cyberpunk dans lequel la technologie coexiste avec une société humaine dégénérée. Comme le nom l'indique, l'histoire de Cyberpunk 2077 prend place sur la Terre en 2077 et se déroule dans la mégalopole futuriste de Night City dans l'état de Californie. Le développement du jeu a été particulièrement long. C'est pour dire, il a débuté en 2012 pour finalement sortir fin 2020 tellement il a été repoussé. En tout cas, la sortie du jeu a créé un cataclysme dans le secteur du jeu vidéo, car c'était le jeu vidéo qu'énormément de monde attendait, mais qui en a déçu plus d'un car pas terminé à sa sortie. Cependant, au fil du temps, Cyberpunk a pu s'imposer dans le cœur des joueurs en leur offrant un univers cohérent, unique et à la fois terrifiant car pouvant refléter un potentiel futur réel à notre civilisation. Et ça, le studio Trigger l'a très bien compris. Décidant de collaborer avec CD Projekt Red, Trigger voulut adapter ce jeu dans une série d'animation qui sortirait sur Netflix. Cette série futuriste de 10 épisodes produit par Hiroyuki Imaishi s'intitule Cyberpunk Edge Runner. David Martinez vit avec sa mère dans un appartement d'un méga building de Night City. David, malgré son statut de citoyen de classe basse, est extrêmement intelligent et étudie à la prestigieuse académie d'Arasaka. À la suite d'un accident de voiture dans une fusillade de rue, sa mère décède. Ne se sentant pas à sa place au sein de l'académie, David finit par prendre une suite de décisions qui lui permettent de survivre au sein de Night City, une ville où seuls les riches et les puissants peuvent jouir d'une belle vie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Vraiment, je l'ai trouvée forte en émotion, en proposition visuelle, en situation critique, mais aussi au contenu très adulte. Et oui les enfants, cette série possède un univers très sombre, où les bas-fonds regorgent de violence, de prostitution, de guerre de gang, de modifications chirurgicales illégales, et j'en passe. Oh, et si on est familier aux jeux vidéo, l'expérience de visionnage est vraiment cool. Chose à laquelle un néophyte se sentirait un peu perdu aux premiers abords, la série ne te prenant pas vraiment par la main. Ça peut être un défaut à la série, mais ça n'empêche en aucun cas d'apprécier l'œuvre en elle-même. Après tout, le genre SF a toujours été très difficile à aborder pour le grand public en termes de compréhension d'univers. Cyberpunk Edge Runner nous plonge dès l'épisode 1 à la dure réalité de la vie dans Night City et nous fait comprendre qu'il va falloir pas trop s'attacher aux personnages. Car oui, dans ce futur dystopique, il n'est pas monnaie courante de dépasser un certain âge tellement le danger est partout, sauf si on est du bon côté, et encore. Mais même en sachant ça, cela ne nous empêche pas de nous émouvoir à la perte d'un personnage important. Et le dernier épisode s'avère être particulièrement déchirant et pousse à une certaine déprime, nous renvoyant possiblement dans une certaine image de ce que pourrait être l'humanité dans des centaines d'années, voire des dizaines. Et personnellement, je trouve que cet univers est vraiment crédible. Rien qu'à voir aujourd'hui toutes les technologies que l'homme arrive à inventer. Ça fait peur. En fait, la série Cyberpunk Edge Runner est un peu comme un épisode géant de Black Mirror, à la fois prenant, touchant, déprimant, violent, mais surtout marquant. Bref, un petit bijou. Et vu en français, mesdames et messieurs, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais malgré les voix japonaises que j'adore, le cast français était beaucoup trop qualitatif pour que je le laisse de côté. Encore une fois, mention spéciale au Chara Design, toujours plus stylés les uns que les autres, nous offrant par ailleurs une multitude de fanarts sur les réseaux sociaux. Continuez les artistes, j'adore. On souligne également énormément de références aux jeux vidéo comme le système de hacking, la présence de cyberpsycho, les charcudocs, bref, tout dans cette série est également dans le jeu, du design des véhicules ou des bâtiments au corps de métier et l'ambiance des rues. Un produit plus que fidèle aux jeux vidéo d'origine donc. Enfin bon, je vais m'arrêter là, sinon ça risque de durer des heures. Regardez cette série, elle est dispo sur Netflix. Vous en sortirez différent je pense. Ça n'est pas une série qu'on regarde en scrollant sur son téléphone. Ah, ça non. Dans tous les cas, cette série fut un immense succès pour le public comme pour les critiques, et c'est un excellent travail de la part du studio Trigger qui nous montre encore une fois qui est le patron ici. Et maintenant que tout est dit, on va passer à la conclusion. Trigger est mon studio d'animation japonais préféré, et vous savez maintenant pourquoi. J'aime son esthétisme, ses couleurs, son humour, sa manière de rendre le tout épique. Trigger est un studio important dans le monde de l'animation. Il pousse les limites toujours plus loin. Et d'ailleurs, petite anecdote sur le studio en lui-même, à ce qui paraît, c'est un sacré bazar dans les studios de Trigger, se démarquant des autres studios d'animation en général très calmes et silencieux. Ah non, chez Trigger, c'est juste un bordel sans nom, c'est bruyant, ça bouge tout le temps, c'est mal rangé, bref,
ça résume bien leur personnalité à ces gens-là. À titre de comparaison, je pourrais citer le studio d'animation français Bobby Pills qui serait dans la même veine, à la fois extrêmement bosseur mais tellement bordélique. Une vidéo sur l'histoire de ce studio d'ailleurs? Dites-le moi en commentaire. J'ai énormément aimé travailler sur l'écriture de cette vidéo. Ça fait toujours un bien fou de revoir l'histoire d'un studio que l'on aime, ses œuvres qui nous ont marqués et qui continuent de perdurer dans le temps. Sur ce les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format bien plus long et chargé vous plaît et si vous voulez en voir d'autres. Vous pouvez me soutenir en likant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant. C'est super important pour moi, je vous en remercie. En tout cas, c'était l'histoire du studio Trigger. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. On se dit à une prochaine vidéo, regardez de l'animation, mais surtout, encore une fois, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!